se moquait de mon mari à une fête de voisins jusqu'à ce qu'il se lève et me dise que c'était fini pour de bon. Salut Reddit. J'utilise un compte jetable car cette histoire est tellement embarrassante et je ne veux pas que mon mari découvre que je la publie, puisqu'il suit mon compte principal. Je suis dans une mauvaise situation et, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je m'appelle Lisa, j'ai 24 ans, et mon mari Jacques a 26 ans. Nous sommes mariés depuis 3 ans et nous nous connaissons depuis l'université. Je n'aurais jamais imaginé que les choses finiraient comme ça. Je suppose que tout a commencé par des malentendus et mes actions irréfléchies. Je m'excuse si c'est un peu confus, je suis toujours blessé et perdu. Vous voyez, Jacques est un introverti, alors que j'ai toujours été la personne sociable. J'adore organiser des fêtes, être entouré de gens, tandis que Jacques apprécie les soirées tranquilles à la maison avec un livre ou un film. Il a toujours soutenu ma vie sociale, même si ce n'est pas son truc. Mais j'ai poussé les choses trop loin et maintenant, je regrette tout. Pour un peu de contexte, Jacques a toujours été du genre à se laisser faire. Je déteste utiliser cette expression, mais c'est la seule qui correspond. Il s'est toujours plié en 4 pour me rendre heureuse, faisant tout ce qu'il pouvait pour que notre relation fonctionne. Je suppose que je l'ai sous-estimé à cause de ça. J'ai supposé qu'il ne partirait jamais, qu'il m'aimait trop pour me tenir tête. Jacques est le genre de gars qui se lève tôt pour m'apporter mon café préféré, annule ses plans pour être avec moi quand j'étais déprimé et me donne toujours la priorité. Il était gentil, attentionné et désireux de faire plaisir. Au fil du temps, j'ai commencé à le prendre pour acquis. Je ne réalisais pas tous les efforts qu'il mettait dans notre relation, ni l'impact de mon comportement sur lui. J'ai commencé à m'éloigner. Voulant me garder heureuse, Jacques a accepté quand j'ai dit que je voulais être une femme au foyer, même si nous n'avions pas d'enfants. Il n'a pas hésité. Mais j'ai commencé à me relâcher, à en faire de moins en moins à la maison, m'attendant à ce que Jacques s'occupe de tout. Après de longues journées de travail, il rentrait dans une maison en désordre et sans dîner de prêt. Pourtant, il ne s'est jamais plaint. Il se mettait juste au travail, cuisiner, nettoyer, tout faire. J'ai commencé à le voir comme quelqu'un de faible, à lui en vouloir d'être toujours si arrangeant. Je voulais quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui pourrait me défier, pas quelqu'un qui cède à tous mes caprices. J'ai commencé à sortir davantage avec des amis, à m'amuser pendant que Jacques restait à la maison. Je me moquais de lui dans son dos, faisant des blagues à son sujet avec mes amis qui m'y encourageaient. Elle disait que je méritais mieux, quelqu'un qui pourrait me suivre. Plus je m'éloignais, plus Jacques essayait de s'accrocher. Il me surprenait avec des cadeaux, planifiait des dîners romantiques et parlait de notre avenir, mais j'avais déjà décroché. Je ne voulais pas de quelqu'un qui m'idolâtrait, je voulais de la passion et de l'excitation. Notre relation s'est transformée en un cercle vicieux, Jacques essayait de me faire plaisir et moi, je le repoussais. J'ai commencé à flirter avec d'autres gars, appréciant l'attention. Jacques l'a remarqué, mais il n'a jamais rien dit. Il continuait juste à essayer plus fort de me reconquérir, pensant que son amour arrangerait tout. En perdant le respect pour Jacques, nos amis en ont fait de même. Ce n'était pas seulement les blagues que je faisais sur lui, c'était la façon dont je le rejetais devant les autres, levant les yeux au ciel à ses tentatives de contribuer aux conversations ou l'ignorant complètement. Nos amis ont suivi mon exemple, traitant Jacques avec moins de respect. Ils faisaient des blagues sur le fait qu'il était un canard ou trop accommodant, mais Jacques, le pacificateur, en riait, ne montrant jamais sa douleur. Je voyais une lueur de peine dans ses yeux, mais il la cachait rapidement avec un sourire, disant qu'il était juste content que je sois heureuse. Je ne réalisais pas à quel point cela l'affectait, à quel point cela détruisait son estime de soi. Les quelques amis restants de Jacques ont commencé à s'éloigner de lui, ne comprenant pas pourquoi il me supportait. Ils lui disaient qu'il méritait mieux, qu'il devait se défendre. Mais Jacques me défendait toujours. Il disait que je traversais juste une phase et qu'il m'aimait quoi qu'il arrive. Plus il me défendait, plus il paraissait faible, et plus nos amis et moi perdions le respect pour lui. C'est devenu un cycle que je ne savais pas comment briser. J'ai commencé à fréquenter des gens qui encourageaient mon comportement, me disant que je pouvais faire mieux que Jacques, que je devrais trouver quelqu'un de plus à mon niveau. Jacques, d'un autre côté, s'est encore plus renfermé. Il s'est fortement concentré sur son travail, prenant plus de projets et faisant des heures supplémentaires. Il est devenu plus calme, plus réservé et a évité les événements sociaux. Quand nous sortions, il restait en retrait, me laissant la vedette. J'étais trop absorbé par mon propre monde pour remarquer à quel point cela l'affectait.
Avec le recul, je vois à quel point j'ai été injuste envers Jacques. Il méritait mieux. C'était un partenaire gentil et aimant, et je l'ai pris pour acquis. Mes propres insécurités et mon besoin de validation ont creusé un fossé entre nous, et j'ai repoussé la seule personne qui m'aimait inconditionnellement. Il y a tellement de moments où j'ai manqué de respect à Jacques, et comme j'ai envie de me défouler, je vais en partager quelques-uns avec vous. Désolé si cela devient long. Cela a commencé des mois avant la fête de quartier, à l'époque où j'ai commencé à m'éloigner de Jacques. J'avais renoué avec d'anciens amis d'université qui avaient récemment emménagé dans le quartier. Ils étaient amusants, insouciants et semblaient vivre le genre de vie que je pensais vouloir. Un vendredi, mon amie Tina m'a invité à une soirée entre filles. C'était censé être juste un dîner, mais ça s'est vite transformé en une tournée des bars et une soirée dansante. Jacques, en mari toujours solidaire, m'a encouragé à sortir et à m'amuser. Il m'a même donné de l'argent supplémentaire pour couvrir toutes les dépenses, et j'ai accepté sans hésiter. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis ouvertement moqué de Jacques devant mes amis. Poussé par l'alcool, je leur ai raconté comment Jacques faisait tout pour moi, comment il me laissait être une femme au foyer même si nous n'avions pas d'enfants, et comment il ne se plaignait jamais. Tina et les autres ont ri en m'encourageant, et j'ai adoré l'attention. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la gueule de bois et un sentiment de culpabilité. Jacques, comme d'habitude, m'a préparé le petit déjeuner. Il m'a demandé comment s'était passée ma nuit, mais je lui ai donné une réponse vague, évitant les détails. Je pouvais voir de l'inquiétude dans ses yeux, mais il n'a pas insisté. À la place, il m'a dit qu'il était content que je me sois amusé et qu'il m'aimait. La culpabilité que j'ai ressentie s'est rapidement transformée en irritation, et je l'ai repoussée. Au cours des semaines suivantes, je suis sorti plus souvent avec des amis. Jacques, malgré une fatigue visible, a continué à me soutenir. Nos conversations sont devenues brèves et la tension entre nous a grandi. Je pouvais sentir sa déception, mais je l'ai ignoré, me persuadant qu'il ne me quitterait jamais. Un soir, Tina et quelques amis sont venus pour une soirée cinéma. Jacques a préparé le dîner pour nous, puis s'est retiré dans la chambre pour nous laisser de l'espace. Après quelques verres de vin, la conversation a dévié sur les relations. Tina a mentionné son petit ami, souhaitant qu'il soit aussi dévoué que Jacques. Cela a conduit à plus de blagues et de commentaires sur le fait que Jacques était trop bien pour moi, comment je l'avais mené par le bout du nez et à quel point il était malléable. De nouveau enhardi par l'alcool, je me suis jointe à elle. Je me suis moqué des habitudes de Jacques, de ses bizarreries, et du fait qu'il ferait n'importe quoi pour moi. J'ai même plaisanté en disant que je pourrais probablement lui dire de sauter d'une falaise et qu'il demanderait « à quelle hauteur ?» Les rires de mes amis m'ont fait me sentir puissante, même si je savais que c'était mal. Jacques a dû tout entendre, mais il n'en a jamais parlé. Le lendemain matin, il a agi comme si de rien n'était, bien que la douleur dans ses yeux fût indéniable. Il m'a embrassé le front, m'a dit qu'il m'aimait et est parti travailler. J'ai ressenti un pincement de culpabilité, mais je l'ai vite enfoui. Le point de rupture est arrivé une semaine avant la fête de quartier. Jacques et moi avions été invités à un barbecue chez notre voisin. C'était une chaude journée ensoleillée et tout le monde était de bonne humeur. Comme d'habitude, Jacques était le mari parfait, aidant avec le barbecue, s'assurant que tout le monde avait à manger et à boire, et étant sa gentillesse habituelle. À un moment donné, la conversation a dévié sur les relations, et nous avons commencé à parler des efforts que nos partenaires fournissaient. J'ai commencé à me vanter de la façon dont Jacques faisait tout pour moi, comment il répondait à tous mes caprices et comment il était le mari parfait. Mes amis ont ri et ont commencé à faire des blagues sur le fait que Jacques était un canard, et comment je le contrôlais. Jacques était à proximité et je l'ai vu tout écouter. Au lieu de me sentir fier, j'ai eu honte, mais mon besoin d'impressionner mes amis était plus fort que ma culpabilité. J'ai ri avec elle et j'ai fait encore plus de blagues aux dépens de Jacques. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, Jacques n'a pas dit un mot. Il est allé directement se coucher, me laissant seul dans le salon. Je suis restée assise là pendant un long moment, à la fois en colère et pleine de regrets. Je savais que j'avais poussé le bouchon trop loin, mais je ne savais pas comment arranger les choses. Je me suis convaincu que tout finirait par passer, comme toujours, et que Jacques me pardonnerait, comme il le faisait toujours. Je n'avais aucune idée que ce barbecue était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Jacques. La fête de quartier était le début de la fin. C'était juste un autre rassemblement, quelque chose que notre communauté faisait régulièrement. Nous vivons dans un quartier très uni,
et ces fêtes étaient une occasion de se retrouver, de se détendre et de s'amuser. Mais ce soir-là, j'ai fait une énorme erreur. La fête avait été organisée par nos voisins, et tout le monde était là pour s'amuser. Jacques, comme d'habitude, s'occupait du barbecue, et j'étais avec mes amis. Après quelques verres, la conversation s'est tournée vers nos maris, et naturellement, Jacques est devenu le sujet. Mes amis savaient tout à quel point Jacques était aux petits soins pour moi, et elles trouvaient ça amusant. Quelqu'un a mentionné à quel point j'avais de la chance d'avoir un mari qui ferait n'importe quoi pour moi. Me sentant pompette, j'ai ri et plaisanté sur le fait que Jacques ne disait jamais non, qu'il était toujours prêt à faire tout ce que je demandais et qu'il semblait parfois manquer de caractère. Les rires et les taquineries ont continué, mes amis faisant des blagues sur le fait que Jacques était complètement sous ma coupe. C'est là que j'ai remarqué le silence. Je me suis retourné et j'ai vu Jacques debout, là, pâle et sans expression. Il avait tout entendu. Jacques s'est approché de la table où nous étions assises, m'a regardé droit dans les yeux et a dit que nous devions parler. J'étais surprise, mais je l'ai suivi. La fête a continué, mais je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur nous. C'est là que Jacques a dit qu'il en avait fini. Au début, j'ai pensé que c'était une blague, mais Jacques ne souriait pas. Il a dit qu'il était fatigué d'être manqué de respect, à la fois par moi et par les autres. Il m'a dit qu'il partait et que je ne reviendrais pas à la maison. Il a dit que mes affaires seraient sur le porche, et sur ce, il est sorti. Je suis resté là, abasourdi. Il est parti, me laissant là, sidéré. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi, leurs expressions remplies de pitié. Ils n'avaient peut-être pas entendu ce que nous disions, mais avec l'expression de nos visages et la façon dont Jacques s'éloignait, il était évident que quelque chose de grave s'était produit. Je me suis précipité après lui, mais au moment où je suis arrivé à la maison, Jacques était déjà en train de ranger mes affaires. Je l'ai supplié d'arrêter, j'ai pleuré et j'ai essayé tout ce que je savais qui pourrait l'atteindre, mais c'était comme s'il s'était complètement fermé. Il ne voulait même pas me regarder, encore moins écouter quoi que ce soit. Il a continué à faire ses valises, déterminé, et finalement, il a terminé. Il a jeté mes affaires hors de la maison et m'a dit de partir. Au début, j'ai refusé. Je l'ai supplié, mais il a menacé d'appeler la police. Je savais qu'il était sérieux, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. En sortant, je pouvais sentir les yeux des voisins sur moi. Même mes soi-disant amies, aucune d'entre elles n'est venue m'aider ou me réconforter. Elles ont juste regardé de loin. J'ai marché dans la rue en portant ce que je pouvais, les larmes coulant sur mon visage. Mon esprit tournait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'avais sous-estimé Jacques pendant si longtemps, sans jamais penser qu'il me tiendrait tête comme ça. Je me suis retrouvé dans un parc à proximité, encore sous le choc, et j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Heureusement, il est venu rapidement. Il était déçu d'apprendre ce qui s'était passé, mais il m'a ramené à la maison. Je reste chez mes parents depuis quelques jours maintenant, et je suis complètement perdu. J'ai essayé d'appeler Jacques, mais il ne répond pas. Il ne répond pas à mes SMS, et je ne sais plus quoi faire. Première mise à jour. Cet endroit est bien plus toxique que ce à quoi je m'attendais. J'aurais dû m'en douter. Écoutez, je sais que j'ai merdé. Je n'ai pas besoin que tout le monde me le rappelle constamment. Je suis venu ici pour des conseils, pas pour être insulté. Pouvez-vous simplement arrêter? La haine est écrasante et je regrette même d'avoir posté ici. Je voulais des conseils, pas un jugement. Et pour répondre à certaines de vos questions, non, je n'ai pas de travail en ce moment. Je l'ai littéralement mentionné dans mon premier message, donc je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de demander. Et non, ma relation n'est pas terminée. J'espère que nous pourrons arranger les choses. Aussi, non, ce n'est pas faux. J'ai de meilleures choses à faire que de créer une fausse histoire juste pour poster sur Reddit. Oui, je sais que je dois trouver un travail et commencer à reconstruire ma vie, mais c'est difficile de se concentrer là-dessus quand je ne pense qu'à Jacques. Il me manque tellement, et ça fait mal de savoir que mes actions l'ont repoussé. J'aimerais pouvoir tout effacer, mais je ne peux pas. À tous ceux qui m'ont donné de vrais conseils, merci. Vos mots ont été une bouée de sauvetage dans cette période sombre. Mais pour ceux d'entre vous qui sont juste ici pour critiquer, comprenez que je fais déjà face aux conséquences de mes actes. Je n'ai pas besoin de plus de négativité. J'essaie de prendre les choses un jour à la fois, de trouver comment faire amende honorable et de montrer à Jacques que je peux changer. Ce ne sera pas facile,
mais je suis déterminé à faire tout ce qu'il faut. Si quelqu'un a de vrais conseils sur la façon de gérer ça. Autre mise à jour. Je ne sais même plus pourquoi je prends la peine de poster ici. Reddit est un endroit tellement toxique. Mais comme je n'ai nulle part ailleurs où me défouler, me voilà. Premièrement, je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante envers mes parents. Sans eux, je serais probablement sans abri en ce moment. Ils ont été mon rocher pendant tout ça, et honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans leur soutien. Deuxièmement, j'ai réalisé que toutes mes amies, y compris Tina, sont fausses. Aucune d'entre elles ne m'a contacté depuis l'incident. Pas un seul appel ou SMS. Ce sont des gens horribles, et je les ai toutes bloquées. Il est clair qu'elles ne se sont jamais vraiment souciées de moi. Quant à mon mari, nous avons finalement parlé, et il est décidé pour le divorce. Je sais qu'il le regrettera et que je lui manquerai, mais je vais lui donner ce qu'il veut. Et quand il reviendra, je ne le reprendrai pas. Alors voilà où j'en suis. J'essaie toujours de comprendre mes prochaines étapes. C'est difficile de penser à l'avenir quand tout semble si incertain. J'ai postulé à des emplois, mais rien n'a encore abouti. C'est décourageant, mais j'essaie de garder espoir. Je n'arrive toujours pas à croire à quelle vitesse tout s'est effondré. Un instant, j'étais au sommet du monde, entouré d'amis, et l'instant d'après, j'étais seul, ma vie en ruine. C'est beaucoup à digérer, et j'ai du mal à l'accepter. Malgré tout, je suis déterminé à avancer. Je sais que j'ai fait des erreurs, et je suis prête à travailler pour devenir une meilleure personne. Mais c'est difficile de ne pas être amer. J'ai tellement donné à mes amis et à mon mari, et maintenant, je me retrouve avec rien. À ceux qui m'ont soutenu, merci. Votre gentillesse signifie plus que vous ne le savez. À ceux qui ont été durs, j'espère que vous ne vous retrouverez jamais dans une situation comme la mienne. Il est facile de juger de l'extérieur, mais c'est plus difficile quand votre vie s'effondre. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Je me concentre sur la recherche d'un emploi, l'économie d'argent et, éventuellement, l'obtention de mon propre logement. Ça va être un long chemin, mais je suis déterminé à y arriver. Je n'ai besoin de la pitié ou du jugement de personne, juste de la force de continuer à avancer. Avant-dernière mise à jour. Et Reddit, c'est encore moi. Je sais que j'avais dit que c'était ma dernière mise à jour, mais je devais vous tenir au courant une dernière fois. Après des mois de commentaires toxiques, j'ai arrêté de venir ici. Mais voici la mise à jour finale. Le divorce est finalisé. Je vis toujours chez mes parents et j'ai trouvé un travail, même si je le déteste. C'est mal payé et mon père a dû m'aider à l'obtenir, mais je m'en contente pour l'instant. Quant au divorce, c'était simple. La maison a toujours appartenu à Jacques, même avant notre mariage, et comme j'étais une femme au foyer, j'ai eu une petite pension alimentaire, mais ce n'était pas grand-chose. Nous n'avions pas d'enfants, donc il n'y avait pas de garde à gérer. J'ai essayé de parler à Jacques, mais il en a vraiment fini avec moi. Le plus triste, c'est qu'il semble plus heureux sans moi, et ça fait mal. Je sais que j'ai tout gâché et je ne me le pardonnerai jamais. Je ne veux plus traîner sur Reddit, c'est juste trop toxique. Mais je vous devais à tous une dernière mise à jour. À tous ceux qui ont envoyé de la haine, s'il vous plaît, trouvez-vous une vie. Merci et au revoir. Dernière mise à jour. Bon, je sais que j'ai dit que c'était la mise à jour finale, mais j'ai découvert quelque chose de fou. Toutes mes amies célibataires, celles qui se moquaient de mon ex avec moi, essaient maintenant de sortir avec lui. Je l'ai découvert en croisant récemment quelqu'un du quartier. Quand j'étais avec Jacques, je ne lui parlais pas beaucoup parce que Tina ne l'aimait pas, mais elle m'a mis au courant de tous les ragots. Apparemment, mon ex ne semble intéressé par aucune d'entre elles, ce qui est une bonne chose car ce sont des personnes horribles. C'est drôle comme les choses tournent. Les personnes même qui ont creusé un fossé entre nous se bousculent maintenant pour attirer son attention. C'est une pilule amère à avaler, mais c'est une leçon apprise. Cette vieille connaissance a été étonnamment gentille et ne m'a pas tenu rigueur de mon passé. Elle a même proposé de m'aider si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, ce qui a été un soulagement. C'est bon de savoir qu'il y a encore des gens bien. Je suis toujours à ce travail horrible, mais au moins, c'est quelque chose. J'ai économisé en espérant pouvoir bientôt quitter la maison de mes parents. C'est dur, mais je suis déterminé. Jacques et moi ne nous parlons plus. J'ai essayé de le contacter plusieurs fois, mais il en a fini avec moi.
Le voir plus heureux sans moi est un rappel constant de la gravité de mes erreurs. J'ai commencé une thérapie, ce qui m'aide à réfléchir à mes actions et à comprendre pourquoi je me suis comporté comme je l'ai fait. C'est un long chemin, mais je suis déterminé à changer. Bref, c'est vraiment la dernière mise à jour. J'essaie de rester positive et de me concentrer sur l'avenir, en prenant les choses un jour à la fois. À ceux qui ont offert des conseils constructifs, merci. Votre soutien compte plus que vous ne le savez. À ceux qui envoient encore de la haine, s'il vous plaît, passez à autre chose. Nous faisons tous des erreurs, et je fais de mon mieux pour apprendre des miennes. La vie est trop courte pour s'accrocher à autant de négativité. Merci et prenez soin de vous.